Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode des Chroniques d'un papa imparfait. Si tu atterris ici, c'est que tu me suis peut-être sur les réseaux. On m'y connaît sous le nom de Monsieur Lee, mais aujourd'hui, c'est pas à travers lui que je vais m'exprimer. Ce sera simplement Erast ou Léotan, et je préfère même Léotan. J'ai créé ce podcast dans une démarche de transmission. On sait que tout ce qui est sur Internet reste et y restera. Et moi, j'adore l'idée en fait de la capsule temporelle et j'aurais aimé transmettre à travers cette capsule matérialisée justement par ce podcast mon état d'esprit actuel, ma courte expérience de la vie et de la parentalité, les doutes que j'ai pu avoir, mes peurs et ainsi que ma vision de celle-ci. Et cette capsule, en fait, elle est destinée à mes enfants, à leurs enfants et au-delà. Et elle marque aussi, en fait, une période difficile de ma vie que j'aurais aimé, en fait, graver dans le temps et constater par moi-même mon évolution dans 20, peut-être 30 ans, en regardant et en écoutant ces audios, si j'ai l'opportunité d'être encore présent. Et dans un deuxième temps, j'aurais aimé libérer en fait la parole des hommes afin qu'on puisse aussi exprimer ce qu'on peut ressentir et les bouleversements en fait qu'on peut avoir lors de cette phase de notre vie. Donc je te souhaite une bonne écoute et puis c'est tout. Je sais jamais quoi dire après ça. Bon alors bienvenue pour cet épisode 3. Encore merci à ceux et celles qui ont pris le temps de pouvoir écouter le premier, le deuxième et qui sont encore là pour le troisième. J'espère que les épisodes les deux premiers épisodes vous ont plu. J'étais en train de lancer le timer. Merci encore également pour les retours que vous m'avez faits concernant les deux premiers épisodes, les conseils aussi et les critiques que j'ai pu avoir. C'était des très bonnes choses que j'ai pu utiliser justement et j'espère que ça va me permettre de pouvoir améliorer le contenu futur. En tout cas, je voulais commencer ce troisième épisode en vous remerciant. Donc dans ce troisième épisode que j'ai intitulé La troisième dimension. La troisième dimension, pourquoi ? Parce que comme vous l'avez vu au niveau de la pochette et comme je vous l'ai expliqué depuis le début, la référence que j'avais faite par rapport à GTA, elle se fait justement au fur et à mesure justement des épisodes. Donc là, on a l'épisode 3. Donc vous avez vu la pochette, il y a le numéro 3 de l'épisode 3 de GTA 3. Et GTA 3, ce qui marquait en fait la particularité de cet épisode de ce jeu-là, c'est que contrairement justement au 1 et au 2, là Rockstar, donc qui est la société qui produit le jeu, a pris une nouvelle évolution en sachant qu'ils sont passés de la 2D. Donc dans l'épisode 1 et 2, on ne pouvait en fait que jouer en fait d'en haut. En fait, on avait une vue d'en haut du jeu. Et dans GTA 3, en fait, on est passé à la 3D. Donc on évoluait dans un univers 3D en 3 dimensions. Dans lequel on avait une liberté tu as une liberté de mouvement, une liberté d'exécution, etc. de ton personnage. Et le parallèle que j'avais fait par rapport à GTA 3, c'était ça, c'était le fait de passer d'une vie de mon enfance en fait qui était en 2 dimensions et au fait de passer à la 3 dimensions, de passer à une vie en relief en fait, au fait de devenir père parce que c'est tout un monde en fait qui se construit en fait devant toi et il y a le passage aussi 3D, enfin le passage de la 3D donc à la 3e personne en fait qui vient s'immiscer dans qui vient s'immiscer dans votre business. Moi je fais du bruit alors qu'il y a Chanel qui dort derrière. Alors donc dans ce 3e épisode, je vous parle justement de la projection de la 2D à la 3D, donc le passage de la vie à 2 au passage de la vie à 3. Je vais essayer de vous expliquer aussi comment j'avais vécu le fait de prendre cette décision et
et les mois en fait qui ont les quelques mois en fait qui ont les premiers mois, on va dire, qui ont suivi l'annonce en fait je perds mes mots, qui ont suivi l'annonce du fait que ma femme était enceinte en fait. Donc quand est-ce qu'on a pris la décision? La décision, elle a été prise tout simplement quand on s'est senti prêt. Comme je vous le disais dans les précédents épisodes, on s'est marié à 25 ans. Enfin, on s'est marié. Je me suis marié à l'âge de 25 ans. Et mon but, c'était de pouvoir, entre guillemets, faire les choses dans l'ordre parce que pour moi, je devais évoluer d'une certaine manière pour que tout soit parfait encore une fois. Donc quand on a pris la décision de se marier, on n'a pas tout de suite pris la décision de pouvoir faire un enfant parce que le but justement c'était le fait de pouvoir se sortir bien tous les deux déjà avant même de pouvoir intégrer une troisième personne. Et quand on s'est senti prêt, on voulait pas en fait avoir la pression de l'entourage parce qu'on sait qu'elle est présente justement une fois que tu te maries. Le fait de pouvoir faire tout de suite un enfant, t'as la famille, t'as peut-être les amis, l'entourage qui est la première question en fait qu'on te demande tout de suite après, hein, alors que pour la plupart du temps, je pense qu'on n'est pas prêt à ça. En tout cas, moi, je sais que je l'étais pas encore parce qu'il y avait beaucoup de choses que je voulais faire avant. Je voulais déjà qu'on ait un foyer qui nous permette d'accueillir un enfant. Un foyer correct, qu'on soit dans de bonnes situations, et il y a tout ça qu'en fait que je voulais faire avant. Donc on a eu la possibilité de le faire à peu près 2 ans après. Et entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que du coup, pendant cette période, tout simplement, on a profité de nos vies, tu vois. On a profité du fait qu'on était de notre vie de couple, de notre vie de jeune marié, avant justement de prendre la décision de pouvoir faire un enfant. On a profité du temps qu'on avait à disposition, le fait de pouvoir passer du temps ensemble, d'apprendre aussi à se connaître. Je pense que c'est super important. Cette petite période en fait que t'as pour ceux et celles qui commencent une vie de couple, avant de pouvoir penser à faire un enfant. Je pense que le fait de pouvoir être ensemble, de pouvoir apprendre à se connaître, passer du temps ensemble parce que vous en avez à disposition, apprendre à se connaître, voyager, profiter de ton argent parce que toutes ces choses là toutes ces choses-là, en fait, elles vont être arrachées. Elles vont être arrachées et je pèse mes mots en fait quand je dis ça parce que je pense que avant même de pouvoir, même si on s'imagine ce que ça représente, on s'imagine, tu peux pas réaliser véritablement ce que ça représente avant de pouvoir être véritablement dans la situation. Et je pense que c'était une bonne chose de pouvoir attendre et d'être prêt, non seulement dans ta tête, même si tu l'es pas, je pense véritablement, tu l'es jamais en vérité. T'es jamais véritablement prêt, mais le fait de patienter et de pouvoir profiter l'un de l'autre avant l'arrivée de l'enfant, je pense que c'est quelque chose d'important. Et je suis content en fait que ça soit passé comme ça, parce que quand on a pris la décision et qu'on s'est assis pour pouvoir le faire, quand on a commencé à en parler, en vérité ça s'est fait naturellement. On s'est dit qu'on avait presque toutes les, entre guillemets, les caractères, on avait fait toutes les étapes qui étaient nécessaires à pouvoir amener une personne justement dans ce monde. Et puis la décision en fait elle s'est prise tout naturellement. Donc on s'est assis un jour et on s'est dit on le fait, c'est tout.
et, et ça s'est véritablement passé comme ça, en fait. C'est que, au bout d'un moment, tous les ingrédients étaient réunis pour qu'on puisse prendre cette décision. Et ouais, enfin, en tant que je me souvienne, ça s'est véritablement passé très naturellement. On s'est senti prêt, on s'est pas senti pressionné par qui que ce soit. On s'est pas laissé justement emprisonner justement dans ce piège-là. Et je pense que ça a été bénéfique pour le reste entre guillemets de l'aventure, parce que quand la décision a été prise par toi-même et au moment justement où tu l'as voulu, et les choses se passent mieux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et donc, quand on a pris cette décision, ensuite, on a entrepris les démarches nécessaires à la fabrication d'un être humain. Et en vérité, on s'est pas pris la tête plus que ça. On n'a pas fait de calcul ni quoi que ce soit. On s'est dit qu'on a pris la décision, on a arrêté de se protéger. On s'est dit que ça viendrait quand ça viendrait, en vérité. Donc dans cette démarche, on s'était pas donné d'objectif particulier en tête, juste le fait de se laisser vivre et puis ça viendrait en vérité quand ça viendrait. Et de toute façon, c'est ce qui est arrivé. C'est venu quand c'est venu, tout simplement. Et puis pendant cette période, moi, il y avait pas mal de questionnements, puisque certes, au début, on se posait pas de questions, mais au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que les mois passent, moi, je sais que je me posais des questions. Je me disais, tu sais, est-ce que ça vient directement? Puisque pour moi, en fait, dès que t'avais pas de rapport, dès que tu n'avais pas de rapport protégé, boum, directement, tu pouvais avoir des enfants, tu vois. Et en vérité, ça se passe pas comme ça, même s'il y a certaines personnes pour qui, justement, ça se passe comme ça, et c'est pour ça c'est important de pouvoir se protéger, mais nous, ça s'est pas passé comme ça. Et les seuls repères que j'avais par rapport à l'éducation sexuelle en ce qui concerne la procréation, c'était les cours d'SVT. Les cours d'SVT du collège, tu vois. Donc, à ce niveau-là, j'ai beaucoup appris, puisque c'est à ce moment-là que j'ai commencé justement à me documenter par rapport à tout ça. Et en ce qui concerne, cette partie, c'est vrai qu'on n'est pas très très informé. On manque justement d'informations par rapport à ça. Après, on peut pas forcément discuter avec nos parents. Enfin, moi en tout cas, je sais que je pouvais pas en discuter avec mes parents, même si la première personne en fait avec qui j'ai commencé à parler de sexualité, c'était ma mère. Et la seule fois où je m'étais confié à elle, c'était quand pendant ma période justement d'adolescence et pendant la puberté, j'avais des taches dans mon caleçon. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc je me réveillais avec des taches dans le caleçon, tout ça, parce que la nuit tu fais des rêves et ça ça provoque quelques réactions. Et donc du coup, ne sachant pas ce que c'était, j'ai commencé à en parler à ma mère, tu vois. Et c'est la seule fois en fait où j'ai une discussion justement par rapport à la sexualité, par rapport à ma mère, sans rentrer dans les détails, mais elle m'expliquait justement, elle m'avait expliqué entre guillemets les bases de la puberté, que tu grandis, ton corps commence à changer, et puis que si t'as ça qui sort, ça veut dire que tu es en capacité d'avoir des enfants, tu vois. Donc ça, c'est les trucs des grands.
Je crie. Je l'ai réveillé, la petite. Donc ça, c'est les trucs des grands, tu vois. Et non, et c'est les choses des grands. Et donc on n'est pas. Enfin, j'ai commencé à faire mes recherches par rapport à ça. Donc je me posais en fait plein de questions parce que je me disais peut-être que j'étais stérile, peut-être. J'ai commencé à faire des recherches par rapport à la fécondité et j'ai appris énormément de choses en fait. Et j'ai même appris justement qu'il y a des personnes qui peuvent être ensemble, peuvent ne pas avoir de problème au niveau de leurs organes génitaux, etc. Mais peuvent ne pas être compatibles tout simplement. Et donc pour certaines personnes, ce serait impossible d'avoir des enfants ensemble, tu vois. Donc il y a plein de choses que j'ai apprises et qui m'ont fait aussi réfléchir et cogiter. Et c'est là que tu commences aussi un petit peu à avoir peur, parce que tu dis, est-ce que tu es capable entre guillemets, est-ce que tu es vraiment un homme, tu vois? Est-ce que tu es capable de pouvoir procréer, de pouvoir avoir des enfants, en sachant que c'était le rêve que tu chérissais depuis tout petit. Donc il y a énormément de peur, énormément de questionnements que tu te poses, dont tu parles pas forcément autour de toi, mais c'est des questions qui te passent par l'esprit, tu vois. Et je sais que le fait de pouvoir avoir fait des recherches, d'un côté ça m'avait rassuré, mais d'un côté t'as toujours ce truc là qui est à côté de l'esprit, tu vois. Et finalement, quelques mois après, je sais plus exactement combien de temps après, un jour, pendant que je travaillais, j'étais en pause et j'étais chez mon père avec mon petit frère, parce que à l'époque je travaillais dans la livraison et je travaillais avec mon frère, et on était en pause chez mon père. Et là je reçois un message, je reçois une photo avec un test de grossesse. Et là, le monde, il s'est arrêté. Parce que t'avais tout le monde qui était en train de parler, tu sais, tout le monde est en train de faire sa vie, etc. Et moi, je suis là, avec mon téléphone, je reçois ce message et je bloque. Tu vois, je reste bloqué. Et je pose la question et elle me dit c'est positif. Et je reste comme ça. Et je te dis, le monde s'est arrêté. Il y avait tout le monde qui était, tout le monde était autour de moi en train de parler et ils se rendent pas compte. En fait, et là, t'as deux sentiments. Je sais que j'ai eu deux sentiments. J'ai le sentiment, c'est de joie que je suis pas stérile. J'ai ce sentiment-là et cette joie de me dire, ça y est, en fait. Tu vois, ça y est, je vais véritablement devenir papa. Et t'as le sentiment il faut que je la ferme. Il faut pas trop que je laisse éclater ma joie, parce que il faut quand même, c'est quelque chose que tu dois garder entre guillemets secret pour le moment, parce que on sait jamais. Donc j'étais divisé entre les deux, justement, dans ce monde parallèle. Et je dis rien et je commence à sourire et je finis ma nourriture et on reprend l'après-midi. Et je me rappelle j'ai pas su retenir en fait je pouvais pas garder ça pour moi, tu vois. Donc du coup on sort, on rentre dans la voiture et moi sur le chemin en fait, en partant de chez mon père, sur le chemin, je prends mon téléphone et je le montre à mon frère. Et là je me souviens, je l'entends crier. Il crie et tout, il crie. Et j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Et je me dis, c'est un truc de ouf, tu vois. Je pouvais pas rester toute l'après-midi comme ça jusqu'au soir à partager ça avec personne, tu vois.
Enfin, personne de physiquement, puisque du coup, avec ma femme, on discutait par message, tout ça. Et, et, euh, et physiquement, fallait que je partage ça avec quelqu'un, tu vois. Je pouvais pas le dire à mon père, je pouvais pas le dire à ma belle-mère, ni à qui que ce soit, tu vois. Donc la seule personne qui était là et avec qui je pouvais le partager, c'était mon frère. Et donc, du coup, j'ai partagé ça avec mon frère. Et ouais, j'étais super heureux, j'étais super content. Et, euh, et c'est à partir de là que je me dis en vérité que ça commence en fait. Ça commence, même si une fois que tu prends cette nouvelle, t'es pas véritablement conscient de tout ce qui va se passer après, tu vois. Puisque à partir de ce truc-là, tu te dis, c'est incroyable en fait, c'est incroyable, puisque c'est d'une si petite chose, tu vois, va découler d'énormes conséquences. Et tu prends pas, t'es juste heureux, mais tu prends pas véritablement conscience de tout ce que ça représente véritablement, tu vois. Et, euh, et je sais que j'étais juste super heureux, j'étais juste super content de cette nouvelle, tu vois. Et du coup, après tous ces questionnements, donc du coup, j'ai eu la réponse en vérité, j'ai eu la réponse à toutes les questions que je me posais. Je rentre chez moi. Et là, du coup, moi, je veux voir je veux voir le test et tout. Et là, je montre et là, je cale encore dessus. Et là, je commence à réfléchir. Et je regarde les bâtons, là. Je regarde les bâtons. Je dis, t'es sûr et tout? Elle me dit, ouais, j'ai recommencé et tout. Je regarde les bâtons comme ça, je dis, waouh. Et c'est un truc de ouf parce que juste c'est les deux petits traits là. C'est ça. C'est ça qui va régir ta vie pendant presque 20 ans. Juste les deux petits traits là. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc du coup, après cette annonce, donc là il y a la période pendant laquelle justement on s'est dit qu'on allait garder ça pour nous parce qu'en vérité tu ne sais pas en fait, tu sais pas si ça va tenir, t'es un peu aussi entre guillemets superstitieux parce que avec tout ce que t'entends, l'entourage qui te dit oui, il faut pas dire parce que les sorciers, parce que ceci, cela, c'est même pas ça. En vérité, c'est que c'est une période qui est la période des 3 premiers mois, c'est une période qui est charnière puisque en vérité, ça peut ne pas fonctionner, tu vois, mais c'est une période qui avec laquelle il faut faire attention. Donc à partir du moment, en tout cas, où même les médecins, etc., te conseillent de pouvoir faire attention justement pendant cette période, et ben moi j'ai suivi à la lettre, tu vois, j'ai suivi à la malgré, enfin, mis à part pour mon frère. Et je l'avais dit aussi à ma sœur, mais mis à part pour eux, on a gardé le secret. Et l'annonce je me souviendrai de l'annonce quand je l'ai faite à mon père et à ma mère également, quand je l'ai dit à mes parents. C'était un truc de ouf. Ils ont eu deux réactions totalement différentes et c'était marrant, tu vois. Parce que ma mère, quand je lui ai dit justement après les 3 mois, etc., quand je lui ai dit, elle a dit mais c'est bien. Je sais qu'elle était contente, mais je m'attendais en fait à une autre réaction, tu vois. Mais je sais au fond d'elle, elle était contente, tu vois. Et elle me l'a pas montré à moi, mais je sais qu'en tout cas, elle a été super contente. Et mon père, je lui ai annoncé du coup avec ma belle-mère. Un jour, on avait organisé une soirée en fait à la maison. On avait invité la famille, etc. Et du coup, à un moment, j'amène
mon père dans la chambre et on lui sort le test de grossesse. Et mon père, dès qu'il voit le truc, il fond en larmes. Mon père, il fond en larmes. Et c'est la 3e fois que j'ai vu mon père pleurer de ma vie. C'était pour cette annonce-là. Et je sais qu'il est... Quand tu l'annonces à tes parents, en fait, moi, je sais que j'ai eu un sentiment de fierté parce que le fait de pouvoir donner la vie, pour moi, c'est le summum de l'expérience humaine. Il n'y a pas plus haut. C'est quelque chose d'indescriptible. C'est quelque chose qui nous rapproche qui nous rapproche du divin parce que l'être humain est incapable de pouvoir recréer une vie, mis à part par ce procédé-là, tu vois. Et le fait d'avoir la possibilité de créer un être humain, moi, je trouve que c'est quelque chose à chaque fois que j'y pense, je me dis que c'est quelque chose d'incroyable. Quand je regarde mes filles comme ça, et surtout Shani, des fois quand je la regarde, je regarde ses pieds, je regarde ses mains, je me dis c'est fou. Bref, et je me dis c'est fou et c'est un privilège énorme d'avoir cette responsabilité. C'est un privilège énorme. Même si c'est dur. Un dur privilège. Mais pour moi, c'est un privilège énorme. C'est un privilège énorme, c'est un truc de ouf. Et donc, je te disais, quand je l'annonce à mon père, j'ai ce sentiment de fierté parce qu'en tant que parent, je pense que c'est quelque chose que c'est une étape que t'as envie de voir quand t'as des enfants, tu vois, t'as envie de les voir grandir, évoluer, faire leur vie, etc. Et puis avoir des enfants aussi et pouvoir tenir l'enfant de ton enfant dans les bras, je pense que ça doit être un sentiment ouf, tu vois. Et je comprends pourquoi il a réagi comme ça, parce que de toute façon, ça, vous verrez aussi dans le reportage. Vous verrez dans le documentaire où on rentrera plus dans les détails. Mais en tout cas, moi, c'est un sentiment de fierté énorme que j'ai ressenti quand je l'ai annoncé à mes parents. Et puis ouais, j'étais fier. J'étais super fier. Donc pendant cette période-là, je te parle pendant la période des 3 mois, et un peu après, du coup, t'as les premières échographies. Malheureusement, moi, j'ai pas eu la possibilité d'être présent lors de la première écho parce que je travaillais beaucoup. Je prenais pas je prenais pas de vacances ni quoi que ce soit, parce que dans ma tête, c'était ah ouais, là, il faut que tu sois prêt. Et j'associais beaucoup le fait de pouvoir être prêt, même si c'est pas quelque chose qui est indissociable, mais au fait de pouvoir être prêt financièrement, en fait. Et je voulais bosser pour faire rentrer des sous, pour que tout soit bien, parce que je voulais que tout soit parfait, en fait. Je voulais que tout soit parfait. Et t'as cet état d'esprit j'avais cet état d'esprit comme je vous l'ai expliqué dans le premier et le deuxième épisode, un rapport par rapport à la pauvreté, par rapport à différentes choses que j'ai pu vivre en étant jeune. Et là, je me disais en fait que maintenant c'était mon tour et que j'avais pas droit à l'erreur, en fait, tu vois. Donc pour moi, il fallait que ce soit un zéro faute, et à ce niveau-là aussi. Donc du coup, je travaillais beaucoup, et j'ai pas pu être là durant la première échographie. On m'avait envoyé
c'est un sentiment indescriptible puisque tu te dis ouais, ça c'est la vie. Ça y est, c'est la vie, tu vois. Ça y est, c'est parti là. Et ouais, c'est un truc de ouf. Et en parlant des échos, encore plus quand on a eu la possibilité d'avoir, parce que les prochaines justement, j'ai pu me libérer pour y aller. Et quand on a eu la possibilité d'avoir l'échographie en 3D, mais là j'ai pété un plomb parce que j'ai pu avoir un visage en fait sur ce que je m'imaginais pendant tout ce temps-là, tu vois. Donc là, j'ai eu une image de ce que je m'imaginais, de ce que j'avais en tête, de toutes les choses. Je me disais, mais ses yeux, ils seront comment, sa tête, elle sera comment, son visage, il sera comment. Et en fait, avec l'échographie en 3D, ce qui est bizarre, c'est qu'elle était exactement comme je m'imaginais. Elle était exactement comme je m'imaginais. C'est un délire, hein. Parce que franchement, quand j'ai regardé les photos, elle était comme je m'imaginais. C'était affolant même. Et donc du coup, je prenais la photo de l'échographie, je l'avais gardée dans mon portefeuille et tout. Et tous les jours, quand j'allais au travail, je regardais parce que je me disais, t'as pas le droit à l'erreur, gars. Mentalité zéro faute. Et ouais, c'est ce qui a drivé tout mon état d'esprit pendant toute cette grossesse. Et je voulais que tout se passe bien, comme je t'ai dit, je voulais qu'elle fasse attention. Et même pendant le début de sa grossesse, du coup, on a eu la possibilité de voyager. On était parti à New York, c'était le dernier voyage entre guillemets ensemble qu'on faisait, parce que même si elle était déjà là, tu vois. Et c'est là que tu vois, en fait, tu commences. Moi, c'est aussi pendant ce voyage à New York que j'ai eu la possibilité de réaliser ce que ça pourrait être, parce que déjà pendant les premiers mois, les premiers mois, c'est les plus durs, tu vois. Ma femme, elle avait pas eu de nausées, des trucs comme ça, de vomissements, etc. Mais elle était extrêmement fatiguée, tu vois. Et donc là, on était parti à New York. On est resté une dizaine de jours, si je me souviens bien. Et elle était extrêmement fatiguée. Et même si elle était pas présente avec nous physiquement, entre guillemets, tu vois, mais elle était quand même présente, et je me suis dit que c'était les prémices, en fait, c'est ça, les prémices de la vie de famille, c'est que t'auras des inconvénients, t'auras plein de choses, tu vois, que bizarrement on faisait avant et peut-être qu'on n'aura pas trop la possibilité de faire. En tout cas, il faudra peut-être faire des concessions sur certaines choses, tu vois. Et mais ouais, je pense que c'est ça, ce voyage, il a en partie conditionné l'avenir, en fait, qui nous attendait, en tout cas dans mon esprit, tu vois. Parce que j'ai eu la possibilité d'aller 2 fois à New York, et les 2 fois, en fait, elles étaient extrêmement différentes, tu vois. C'est-à-dire la première fois, pardon, j'étais seul, j'étais parti avec des potes. Donc on est parti avec des potes, on avait loué une grosse baraque à Harlem. Une énorme baraque d'artistes. C'était un truc de ouf. Cette maison. Et donc du coup, au niveau du budget, on n'avait pas de budget, on allait, on partait. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi qu'on n'avait rien fait du tout, pratiquement, puisque la plupart des choses, en fait, que j'ai fait durant mon 2e voyage à New York, je les avais pas faites, en fait, les trucs de base, tu vois.
le pont de Brooklyn, enfin tu sais les trucs de base, aller voir les trucs de base vraiment de New York, on les avait pas fait. C'était vraiment que la mala et que dépenser de l'argent, les shopping, les fringues, même si on l'a fait aussi pendant le deuxième, mais bref, c'était vraiment deux voyages différents, tu vois. C'était vraiment deux voyages différents. Déjà là, en tant que homme sans enfant, tu vois, avec des potes, seul et tout. Donc pas de budget précis, donc tu dépenses comme tu veux, etc. Et là, du coup, c'était autre chose, tu vois. C'était autre chose. C'était autre chose, mais ça commençait en fait à me trotter dans la tête, me dire en fait que ouais, la vie, elle a véritablement commencé à changer en fait. Et ça me préparait en fait, ça me préparait pour la suite. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ce que j'ai envie de raconter justement durant le prochain épisode, c'est toute cette période en fait avant l'accouchement. Là, j'ai commencé avec les quelques mois les quelques mois après l'annonce de la grossesse. Et dans le prochain épisode, je vais me focaliser principalement sur toute cette période en fait avant l'accouchement, parce que c'est une période qui pour moi qui est intéressante et qui a été sauvée par le gong. Bon, on va s'arrêter là. Je voulais continuer même, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc, encore merci pour ceux et celles qui ont pris le temps d'écouter encore cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. Il m'a replongé dans pas mal de souvenirs. Il y a pas mal de choses que j'ai oubliées, mais si je les oublie, je les remarquerai. Et puis, ce sera l'occasion justement de revenir sur d'autres épisodes pour ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'était Léoutane pour les chroniques d'un papa imparfait. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne pour être mis au courant des prochains épisodes qui seront postés. Activez aussi la cloche des notifications. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram, qui est le compte, le réseau sur lequel je suis le plus présent en ce moment. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À bientôt. Ah là là, elle s'est réveillée pile poil au bon moment. Mince alors.